Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue aux 20 heures sur Canal 2 International. La répression contre les trafiquants de bouteilles de gaz s'intensifie. C'est les ménages, surtout les plus modestes, vous le verrez dans cette édition, qui payent le prix fort et qui en sont les premières victimes. C'est un peu le dossier de cette édition. Richard Bonal, le virtuose de la basse, le génie de la musique post-moderne, était ce matin dans les locaux de Suite FM, de Canal 2 Info et de Canal 2 International. En cette période de fin de fête de fin d'année, le gaz domestique au centre d'un immense trafic entre siphonnage des bouteilles et vente parallèle, des mesures d'urgence s'imposent. Robert Charlitoc. La traque aux trafiquants de bouteilles à gaz s'intensifie sur le terrain. Fini la phase de sensibilisation, la répression est au rendez-vous. Par endroits, le bras de fer est observé. L'intervention des éléments de la gendarmerie nationale apporte un calme apparent. L'opération inopinée lancée conjointement par les délégations des mines et celles de l'eau et de l'énergie vise à faire respecter les quantités de gaz affûtées dans les bouteilles, évaluées à 12,5 kg. Nous lançons comme ça, n'est-ce pas, la phase de contrôle effectif, n'est-ce pas, des bouteilles de gaz, des poids de bouteilles de gaz. Ceci permettra, n'est-ce pas, d'éviter le siphonnage des bouteilles qui exposent, n'est-ce pas, la vie des paisibles citoyens. Au cours de cette phase répressive, un traitement particulier est réservé aux bouteilles qui ne respectent pas la norme. Les bouteilles qui ne respectent pas la norme ou les bouteilles qui sont délestées seront saisies, n'est-ce pas, et vendues aux enchères. Les propriétaires des domiciles transformés en centres de distribution et de vente de gaz domestique sont immédiatement interpellés. Ce n'est pas normal de mener cette activité dans un domicile parce que la bouteille de gaz, comme vous le savez, est un appareil à pression. Donc ça peut exploser à tout moment. L'action lancée ce jour se poursuivra toute la période des fêtes afin d'assurer à tous les ménages un gaz de qualité. Depuis quelque temps, là on parle de la finance, on assiste à la fermeture des établissements de microfinance ou souvent à la mise sous administration provisoire des établissements financiers, ceci souvent en marge de la réglementation en vigueur et surtout du cadre juridique. D'ailleurs, dans cette édition, nous serons avec notre invité, le consultant permanent en banque et finance, dans quelques instants, mais l'état des lieux de cette cause par Ruben Malik Djoumbissi. Au Cameroun, la crise des institutions de microfinance continue et le calvaire des épargnants s'intensifie. De Amitibank à Cofines en passant par FIFA, Niscam, GBF, toutes des institutions de microfinance ayant connu des heures de gloire, elles ont toutes fait faillite, laissant aux abois des centaines de milliers d'épargnants ainsi que dans la rue des milliers d'employés. Un fait majeur inquiétant au plus haut niveau, d'autant plus qu'actuellement, on compte au pluriel des établissements financiers opérant sous administration provisoire. Et la chose étonnante se traduirait par le fait que toutes ces institutions bancaires ayant fait faillite ou sous administration provisoire ou encore en passe d'être liquidées sont à capitaux 100% camerounais. Autre chiffre, plus de 90% de banques qui opèrent au Cameroun sont dirigées par des étrangers. Ce qui amènerait à dire que les nationaux n'ont plus la maîtrise du marché local. Or, le paradoxe reste grand. Moins de 5% de Camerounais utilisent le système bancaire classique, ce qui rend encore plus large le marché des IMF. Celles-ci, lorsque certaines d'entre elles connaissent un grand succès, on ne comprend plus comment, du jour au lendemain, elles entrent sous administration provisoire avant d'être liquidées. Quelques questions devraient jaillir de cette construction. La COBAC est-elle en mesure de comprendre le système de fonctionnement des microfinances? Existe-t-il un cadre juridique qui, en marge de celui qui encadre le fonctionnement des banques classiques, régit le secteur des microfinances? L'État camerounais a-t-il élaboré un modèle de gouvernance pour s'approprier ce secteur qui devrait plutôt être une bouffée d'oxygène pour son économie? L'interrogation reste grande. Merci Ruben Malik Djoumbissi pour cette interrogation qui reste d'ailleurs ouverte. La question s'impose. Notre invité, l'invité du 20h, c'est Calvin Sindjon Foko. Il est consultant en finance et en banque. On va se retourner vers lui. Alors, bonjour, bonsoir, monsieur Foko.
Bonsoir Martial. Alors une question simple dans ce journal, puisque souvent le langage de la banque et de la finance peut paraître pour de hiéroglyphes pour les non-initiés. Alors on va aller avec des mots très simples. Qu'est-ce qui peut justifier ou quels sont les indicateurs qui poussent à mettre un établissement financier sous administration provisoire? Oui, merci Martial. La mise sous administration provisoire d'un établissement financier est une mesure conservatoire que prend l'autorité monétaire en vue de préserver les intérêts de la clientèle. Et ces mesures se prennent très fréquemment lorsque certains signaux édictés par les autorités monétaires ne respectent plus certaines normes. Ici, on parlera plus précisément des ratios prudentiels. Mais alors, une question réelle se pose. Est-ce que les ratios prudentiels édictés par l'autorité monétaire, s'il vous plaît, sont en corrélation avec le système social camerounais, l'environnement social? Parce que c'est là que réside le véritable problème. Monsieur Calvin Sindjoum Foko, je pourrais vous poser une petite question subsidiaire. Quelle est la vraie mission d'un administrateur provisoire? La mission principale d'un administrateur provisoire est de ramener les équilibres rompus de l'établissement de crédit, de les ramener aux normes préétablies. Mais alors, il peut arriver que l'administrateur provisoire ne réussisse pas à pouvoir ramener ces normes. Et dans ce cas, l'administrateur provisoire, dans les pouvoirs qui lui seront dévolus, peut, avec l'accord de l'autorité monétaire qui l'a mandaté, proposer des plans de restructuration, recapitalisation de la société ou bien la liquidation de la société. Et maintenant, pour sortir peut-être de cet entretien, qui veut tuer les banques nationales ou les établissements financiers à caractère national? Est-ce les multinationales qui font une concurrence, somme toute déloyale, ou y aurait-il une autre politique souterraine derrière? Poser la question, savoir qui veut tuer les établissements de crédit, en réalité, nous ne saurions répondre d'une manière très directe qu'il s'agit peut-être de l'État ou bien de l'autorité monétaire. En réalité, l'autorité monétaire n'a qu'un rôle régulateur. Les véritables pourfendeurs de la loyauté, les véritables pourfendeurs de la régularité des banques, des établissements de crédit, c'est le mode de gestion des établissements de crédit. Comment est-ce que les établissements de crédit... Est-ce à dire que ces établissements qui sont souvent nationaux sont pas bien gérés ou pas du tout gérés? Dire que ces établissements ne sont pas bien gérés serait aller très vite en besogne. Ces établissements sont bien gérés pour la plupart, mais il revient très fréquemment que les propriétaires de ces établissements de crédit sont en même temps des opérateurs économiques opérant dans plusieurs autres secteurs d'activité. Et très fréquemment, il y a une norme très rigoureuse en matière bancaire qui veut qu'en principe, tous les établissements apparentés à une banque, que ces normes soient extrêmement respectées. Sinon, les dirigeants de banque peuvent utiliser les fonds des épargnants pour financer leur propre activité parallèle. Monsieur Raoul Calvin Foko, merci d'avoir été notre invité et merci d'avoir répondu à cette invitation de Canal 2 International et du journal. Je vous remercie. Je rappelle que M. Sindjoum Foko est consultant en finance et en banque. C'est à ce titre qu'il était l'invité de ce journal. On reste dans la finance pour parler de la BEAC où un comité politique monétaire de gestion s'est tenu ce jour à Douala et Serge Bondje était présent. Abordant l'évolution de la croissance économique de la sous-région Afrique centrale, au 4e trimestre de l'exercice 2013, le comité de politique monétaire réuni autour du gouverneur de la BEAC à Douala le 17 décembre 2013
table sur les perspectives de développement qui tournent autour d'un taux de croissance estimé à 5,3% en 2014 contre 2,5% en 2013, avec des tensions inflationnistes qui pourraient s'accroître légèrement à 3,2% l'année prochaine. Lucas Abagan-Chama souligne que le taux de couverture extérieure de la monnaie demeure confortable, autour de 98%. La croissance est de retour dans la sous-région et je ne manquerai pas de rappeler, comme je l'ai fait récemment, rappeler que ce niveau ne me paraît pas satisfaisant. Autre élément sur lequel s'est arrêté le comité de politique monétaire, les placements dans les banques. Les indicateurs fixaient la rémunération à hauteur de 0,10% avec un intérêt à taux zéro. Et désormais, les placements de 7 jours ne bénéficient plus de taux d'intérêt. Au niveau du produit intérieur brut, des interrogations fusent, même si quelques pays sont déjà en production. Il faut qu'il y ait davantage de financement pour qu'on atteigne nos objectifs d'émergence à l'horizon qui a été fixé par les plus hautes autorités de notre sous-région. Le comité de politique monétaire s'engage donc dans la réduction du taux de crédit dans les banques. Il place à hauteur de 2,75% au lieu de 3,25% comme c'était le cas en 2013. Quelques espoirs sont nourris avec l'amélioration de la conjoncture économique en zone CEMAC. Direction la capitale politique Yaoundé, où nous retrouvons Debo Andébé. Bonsoir Debo Andébé. Debo Andébé, vous nous dites que le secteur névralgique... Martial Bissok, madame, monsieur, bonsoir. Média, il existe désormais une convention entre le ministère de la Communication et la CNPS. Cette convention vise à assurer la couverture sociale des travailleurs du secteur de la communication. Le document a été paraphé ce mercredi à Yaoundé et plus de 40 000 travailleurs sont concernés. Javis Nana, André Maringia. Notre pays, le Cameroun, compte 40 000 travailleurs dans le domaine de la communication, tout secteur confondu, avec pas moins de 2 000 patrons. C'est un secteur qui préoccupe. Vous savez que parfois, quand il y a un problème grave, la question n'est plus celle de la démarche. La question est celle de l'issue. Nous avons toujours milité pour l'assainissement dans notre secteur de métier. Et cet assainissement passe aussi par la prise en considération de la sécurité sociale des employés. Dans le cadre de l'extension de la sécurité sociale aux couches non encore ou peu couvertes, la Caisse nationale de prévoyance sociale a entamé des démarches visant à toucher les hommes et femmes de médias. C'est l'objet de la signature ce mercredi à Yaoundé de cette convention tripartite, ministère de la Communication, Médias et CNPS. Sitôt qu'une entreprise est immatriculée et affiliée et qu'un travailleur est immatriculé, dès le mois suivant, nous pouvons assurer ces prestations sociales. Immatriculation des travailleurs, mais également prélèvement des cotisations sur la base du régime général de 7%. La tutelle y voit une avancée. Un comité de suivi a été mis en place. Vous avez suivi que ce comité de suivi intègre à la fois des membres de l'administration, des représentants des administrations, mais aussi des représentants des professionnels eux-mêmes. Il existe dans la Convention des mécanismes de facilitation exceptionnels comme bien avant dans des conventions avec les footballeurs et une autre avec les transporteurs. Conseils fiscaux de la région du centre devant la barre, ils étaient face aux magistrats pour leur prestation de serment en préalable qui leur confère certains attributs conformément à la réglementation. Alain Ebelolinga, Constant Kamga. Je jure comme conseil fiscal d'exercer les fonctions de conseil et de défense en toute indépendance, avec dignité, conscience professionnelle et probité, conformément aux lois et règlements régissant ma profession. C'est une étape importante de leur profession qu'ils franchissent ici. Ces conseils fiscaux agréés par la CEMAC, inscrits au tableau de l'ordre des conseils fiscaux du Cameroun, reçoivent l'onction du pouvoir judiciaire. La prestation de serment vous confère la plénitude de vos attributions. Ce cérémonial obéit à la loi de 2011, laquelle oblige les conseils fiscaux à prêter serment. Il s'agit en fait de nous préparer pour pouvoir valablement assumer l'ensemble des missions qui sont les nôtres, c'est-à-dire promouvoir le civisme fiscal d'une part, assister le contribuable lorsqu'il pense avoir été imposé à tort. C'est un grand jour. C'est des impressions de bonheur, de fierté
et surtout de responsabilités. La nature a voulu que je sois femme et tant mieux pour les femmes qui sont appelées à relever les défis. Ils sont désormais habilités à donner des conseils aux entreprises et aux contribuables, à les assister dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et à les accompagner dans les procédures déclaratives. Ça crédibilise davantage le travail parce que vous savez, l'expert, c'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec les opérateurs économiques. Tout comme leurs collègues des régions de l'Ouest et du littoral, les conseils fiscaux du centre sont revêtus des attributs nécessaires pour assumer leurs attributions de mission publique que leur confère le législateur. Au pied de ce reportage, ce communiqué qui vient du ministère de la Défense, les forces de défense ont pris le relais de l'opération de rapatriement par air des Camerounais de la RCA, initialement débutée par les vols Cameco, grâce à leurs vecteurs de projection qui ont fait plusieurs rotations en exécution des hautes instructions du chef de l'État, chef suprême des armées. À ce jour, plusieurs rotations ont été déjà effectuées entre Bangui et Yaoundé par vol Kaza et MA60. Ainsi, plus de 200 compatriotes ont été rapatriés et cette opération va se poursuivre par vols spéciaux de l'armée jusqu'à épuisement de l'effectif des Camerounais en souffrance en République centrafricaine. Toujours en République centrafricaine, justement, le général de brigade Martin Toumenta Tchoumo prendra demain, 19 décembre 2013, le commandement de la mission internationale de soutien en République centrafricaine sous commandement africain, en abrégé MISCA. C'est un communiqué signé du lieutenant-colonel Badjek Didier, chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Suite de ce journal avec l'agenda présidentiel, comme il y a le cinquantenaire de la réunification, il y a d'autres événements très importants de fin d'année que devra présider le chef de l'État. Il y a également Élections Cameroun avec ce décret qui doit nommer le directeur général et le directeur général adjoint des élections avant le 31 décembre de cette année, faute de quoi ils seront illégitimes. Voyons cela avec Ghislain Pierre-Essono et Samuel Bonis. L'agenda présidentiel est très surchargé en cette fin d'année. Ainsi en est-il de ce décret impératif à signer, tantôt pour reconduire, tantôt pour nommer de nouvelles personnes comme directeur général et directeur général adjoint des élections. Mohamed Sani Tanimou et Eric Essoussé voient leur mandat s'achever d'ici au 31 décembre prochain. Ils courent depuis le 31 décembre 2008. Au-delà de 5 années, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre, l'élection de Cameroun ne devrait plus avoir de directeur général d'élection, encore moins de directeur général adjoint si M. Biya-Paul n'a pas pris un décret de nomination de nouveaux personnages. Mais simplement, comme je le disais tantôt, il y a eu le contentieux des dernières élections qui a produit une jurisprudence qui montre que les délais sont manipulables au Cameroun. La nomination du directeur général des élections et de son adjoint intervient légalement après consultation du Conseil électoral. Mais si le décret ne tombe pas, on risque un précédent sur la question des délais. Alors que la loi n'a pas donné compétence au Conseil électoral, encore moins à son président, de pouvoir, par exemple, ordonner le budget. Il n'est pas l'ordonnateur du budget d'élection Cameroun, le directeur seul en a cette compétence. Alors, il y aura fondamentalement blocage, blocage opérationnel, dès l'instant où il n'y aura personne pour pouvoir procéder à ordonner les dépenses au sein de cette structure. Donc, il y aura blocage, il n'y aura plus donc de camps opérationnels sur le terrain jusqu'à ce que M. Biya-Paul se rattrape. Et dans ce cas, le président Samuel Fonkamazou du Conseil électoral jouerait le rôle très invisible de président des élections. Sauf qu'en ce moment-là, il n'aura pas compétence comme ordonnateur du budget. L'agenda du président est si surchargé qu'on attend ce décret, comme on attend le cinquantenaire de la réunification, la finale de la Coupe du Cameroun, les travaux de Brazzaville, le discours de fin d'année ou même un éventuel remaniement ministériel. La 4e édition du Festival des arts de littérature s'est ouverte ce matin à Yaoundé. Ce festival vise à valoriser la culture en milieu universitaire. Jusqu'au 20 décembre prochain, les étudiants mettront leur talent en exergue là-bas à l'INJS. Voyons cela avec Hubert Nouché et Jackson Bozo. La diversité culturelle comme facteur de développement au Cameroun, l'implémentation en est faite par le ministère de l'Enseignement supérieur via le Festival universitaire des arts et de la culture. Ce rassemblement culturel est sous-tendu par l'engagement du chef de l'État, son Excellence Paul Biya,
dans sa politique des grandes réalisations. Engagement de promouvoir l'excellence dans les arts et la culture, l'inventivité et le génie créateur, afin de faire des étudiantes et des étudiants des bâtisseurs d'histoire, des inventeurs des civilisations. L'Institut national de la jeunesse et des sports se transforme pendant 112 heures en plateforme d'échange pour les ambassadeurs de l'art des 8 universités d'État. Chères étudiantes et chers étudiants, votre talent et votre génie ne doivent point périr. Vous devez mener de front les études scientifiques, mais aussi les études artistiques et culturelles. Le dessin artistique, la peinture, la chanson, les danses patrimoniales, la musique, la littérature orale et la photographie sont au menu de cette 4e édition du Festival universitaire des arts et de la culture qui réunit 400 étudiants artistes. Et c'est la fin du premier trimestre. Depuis ce matin, les enfants de certaines écoles du Cameroun reçoivent leurs bulletins et les cadeaux pour les cérémonies d'arbre de Noël. Alors, question, comment passerez-vous les congés de fin d'année? Question posée à certains enfants et à certains parents par Francis Gebnan et Bran Kamga. C'est le départ en congé de Noël chez les tout-petits. Merci Père Noël. Dans les écoles maternelles et primaires, place à la fête. Déjà, encadrés, parents pensent à occuper leur progéniture pendant 2 semaines. Nous avons pris la peine de donner des devoirs pour toutes les classes. Mais en dehors des devoirs, on a déjà essayé de montrer aux parents ce qu'ils doivent faire pour travailler avec les enfants. Les livres, on leur conseille d'en acheter en 2 pour pouvoir travailler à la maison, pour pouvoir suivre le programme de bout en bout. Les enfants doivent s'épanouir, doivent jouer, mais sans oublier ces cahiers. Malgré la fleur de l'âge, les enfants eux aussi dressent leurs emplois de temps. Et pourquoi pas aller à Kribi? Pendant les congés de Noël, je veux fêter. Je vais aller à la plage pour nager. Je vais fêter et je vais aussi apprendre. Les élèves du secondaire et certaines écoles primaires prennent congé ce vendredi. Ramaka obéissant, petit Jésus, petit agneau, prenez ma cape pour votre berceau. Les autres y sont déjà. Passe-temps favori comme ici, la vente ambulante des marchandises pour se faire un peu de sous. À côté, on va à Yafé, on se régale au manège, ainsi va Noël. Ainsi va Noël. Vous l'avez dit en titre, Martial Bissot, que Richard Bona était en guest star au groupe TV+, Canal 2 International Sud FM, ce jour à Douala. C'est l'objet de la suite de l'info à Douala. Justement, Debo Andébé, l'homme qui est parti de Minta à l'Est Cameroun pour évidemment prendre avec lui le destin du peuple et du fleuve et surtout des profondeurs abyssales du fleuve Vouri en fabriquant déjà à 7 ans sa petite guitare, était aujourd'hui en visite de courtoisie et quasi familiale à Suite FM, à Canal 2 Info et aussi surtout à Canal 2 International. Lil Pidjo et Lutin Djemo étaient un peu comme à la maison. Ce 18 décembre 2013, date inoubliable et exceptionnelle pour le groupe TV+. Le bassiste virtuose Richard Bona rend une visite de courtoisie au groupe. Premier arrêt, la radio Suite FM, où il est accueilli par le staff dirigeant de Suite FM, avec à sa tête le directeur général Abel Defofotso. Ensemble, ils vont visiter tour à tour le service commercial, la salle de rédaction Suite FM et le studio de la radio du Bonheur. Pendant quelques minutes, Richard Bona, très détendu, a eu l'occasion de discuter avec l'équipe de Jumbo et les auditeurs de Suite FM. Au moment de quitter la radio, le président-directeur général Emmanuel Chatué n'a pas manqué de féliciter et de remercier le bassiste pour le travail abattu jusqu'ici, car l'Afrique tout entière est fière de lui. Même ambiance au siège de Canal 2 International à Bonapriso. Madame Colette Chatué, directrice des opérations, se charge personnellement aux côtés des directeurs généraux Eric Fotso, Anani Rabibindi, Joyce Fotso, tout le parterre administratif, de souhaiter la bienvenue à Richard Bona, icône de la musique mondiale. Le côté protocolaire terminé, la visite pour commencer. Tout d'abord, Canal 2 Info, la rédaction de Canal 2 International, la diffusion et bien d'autres services.
Canal 2 International étant la chaîne de toutes les exclusivités, l'émission Un jour un événement a été immédiatement tournée pour le bonheur des téléspectateurs et le plaisir de la direction de la chaîne leader. Richard Bona fait partie quand même des plus grands bassistes, sinon on l'appelle déjà virtuose depuis un moment, de la basse, et qu'il vienne ici et qu'il décide de visiter pendant plusieurs, parce que je préfère dire plusieurs heures, tout le groupe. Pour nous c'est un honneur et on pense vraiment que c'est une preuve d'affection et ça nous prouve également que nous avons certainement le mérite d'être première chaîne de télévision au Cameroun. Au cours de l'entretien avec Roger Noadje, Richard Bona promet d'effectuer une tournée dans les 10 régions du Cameroun d'ici à 2015 et Canal 2 se sent honoré d'accompagner ce projet le moment venu. Il y a eu tellement de chaleur pendant sa visite ici que vous allez le voir à travers l'émission qui a été enregistrée. Vous allez voir qu'il a carrément annoncé qu'il prépare une tournée nationale sur le Cameroun. Et naturellement, Canal 2 accompagnera cet événement. La visite terminée, Madame Colette Chatué, directrice des opérations, a offert un vin d'honneur à l'invité de marque, tout en se donnant rendez-vous les 20 et 21 décembre à Douala-Bercy et à Yaoundé au Palais des Congrès pour un magnifique spectacle avec son orchestre Mandekan Cubano. Richard Bona est justement arrivé à Douala avec tout son orchestre afro-cubain. Il sera sur les planches et sur la scène vendredi à Douala et samedi à Yaoundé. On reste dans le domaine de la générosité et surtout du don avec cet important don chinois remis par l'ambassadeur, le consul chinois à Douala qui est allé à la rencontre des élèves de l'école publique mythique de Deido. Vanessa Mela et Guy Fotso. Père Noël est à l'école publique de Deido à Douala. C'est le consul de Chine, accompagné d'une forte délégation qui ramène du matériel didactique et des objets de loisirs. Une vingtaine d'ordinateurs portables et leur table pour la première salle multimédia que possédera l'école. Des milliers de cahiers, stylos, sacs à dos et tenues de sport, du matériel sanitaire, des ballons de foot et des jouets pour les plus jeunes. L'initiative est un geste de solidarité et de sympathie envers les enfants en cette période de fête de fin d'année. Bien à la veille, surtout à la veille de la fête de Noël, là, faire un geste pour réconforter les enfants, dans le but de les encourager à travailler plus et mieux pour qu'ils soient grandir, pour qu'ils soient devenus un jour un talent, une élite de l'État. La valeur du don s'estime à plus de 10 millions de francs CFA. L'accueil des hôtes et les articulations de la cérémonie témoignent la joie et la satisfaction des bénéficiaires. Je dis merci au nom de l'école publique de Deido, à la communauté chinoise en général et à monsieur le consul de Chine à Douala. La distribution se fera demain, comme c'est demain et après-demain, lors du départ en congé. Les enfants iront chacun avec son cadeau. Chant, danse et sketch étaient au menu ce 18 décembre à l'école publique de Deido. Ici, on espère que l'année prochaine, une autre initiative du genre sera prise. Le pragmatisme chinois, l'épreuve de la générosité, surtout pour les plus petits. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la langue arabe, la langue arabe qui est la 6e langue la plus parlée dans le monde. Et vous verrez dans ce reportage que l'Afrique entretient une relation multiséculaire avec le monde arabe, mais aussi la culture arabe. Kati Toulou Elanga était sur les chemins de l'écriture arabe. Dans ce centre situé dans la ville de Douala, la langue arabe est la chose la mieux partagée. Aussi difficile qu'elle puisse paraître, cela ne décourage pas les volontaires. Pas moins de 500 personnes y passent chaque année. 1 à 3 mois suffiront pour l'apprentissage. L'arabe est une langue historique et surtout de précision. Elle semble pour les promoteurs de ce centre d'apprentissage représenter tout un symbole. La langue arabe est l'une des vieilles langues officialisées au monde. Je peux même dire la plus vieille langue officialisée au monde. Il est vrai qu'il y a d'autres langues qui sont venues avant, mais Abraham, qui est le père de l'humanité, parlait l'arabe, et le fils d'Abraham parlait l'arabe, et arabe
la langue arabe vient du nom du petit-fils d'Abraham, qui s'appelait Arabe, d'où les Arabes, d'où la langue arabe. La langue arabe est la 6e langue officielle de l'Organisation des Nations Unies. Une occasion de reconnaître l'immense contribution de cette langue à la culture universelle et de renouveler l'attachement au multilinguisme. Je ne puis féliciter l'ONU par rapport à cette initiative. Quelle initiative? Le fait de vouloir institutionnaliser la langue arabe comme 6e langue à l'ONU. Je ne peux pas dire que c'est en retard, mieux vaut tard que jamais. Mais dans les normes des choses, la langue arabe aurait été première langue au monde si l'humanité veut une langue qui n'est pas affairiste. Aujourd'hui, la langue arabe prend des proportions en Afrique. Des centres d'apprentissage voient le jour. Elle donne également accès à d'infinies ressources pour dialoguer et vivre en paix. Cette langue, comme on le sait, porte en elle les trésors d'une sagesse islamique millénaire et la voix des poètes, philosophes et savants très connus. Pour la page étrangère, Sophie Pierre nous goupille l'actualité internationale pour AITV et Canal 2 International. On vient de lui annoncer la mort de son fils, un chirurgien parti en Syrie soigner les blessés dans la région d'Alep, tenu par les rebelles. Abbas Khan, 32 ans, était britannique. Il avait été arrêté en novembre 2012, 2 jours après son arrivée. Le chirurgien est mort en prison alors que sa libération était promise pour cette semaine. Dans ses lettres, il parlait de torture et d'isolement. Le régime de Bachar el-Assad prétend qu'il s'est suicidé, ce que sa famille et Londres refusent de croire. Attentat au Pakistan mardi. Un homme s'est précipité à moto sur un checkpoint de Rawalpindi, proche d'une mosquée chiite. Il s'est fait exploser, tuant 3 personnes et en blessant 8 autres. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les violences entre chiites et sunnites sont en nette augmentation. 20% des Pakistanais sont des musulmans chiites. Depuis 2 ans, 800 d'entre eux auraient été tués dans des attaques, selon Human Rights Watch. Ces 2 jeunes filles viennent d'écoper de 6 ans et 8 mois de prison au Pérou. Irlandaises et britanniques, elles ont été reconnues coupables de trafic de drogue. Elles avaient été arrêtées en août à l'aéroport de Lima avec 11 kilos de cocaïne. Elles avaient prétendu avoir été menacées de mort avant d'avouer avoir sciemment accepté de transporter la drogue. L'affaire est très suivie en Grande-Bretagne où leur famille les avait d'abord signalées comme disparues. Aux Philippines, c'est la fin de la période de deuil après le passage de Haiyan. À Tacloban, la ville la plus marquée par ce typhon, les habitants ont prié pour les 6000 personnes décédées il y a 40 jours. 1800 restent portés disparus. La vie demeure difficile pour tous ces rescapés, sans vrai logement et sans travail. Le 8 novembre, le typhon avait ravagé le centre du pays avec des vents de plus de 300 km/h. Fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain, 20 h.